commémoration du 26e anniversaire du massacre de septembre 1988 en Haïti, les supporters de Jean-Bertrand Aristide étaient dans les rues de Port-au-Prince. Pendant ce temps, leur leader est assigné à résidence. Jean-Pierre Raffarin, candidat à la présidence du Sénat français, l'ancien Premier ministre UMP a annoncé publiquement la nouvelle hier vendredi. La trêve ne suffit pas pour garantir une paix durable, ainsi s'exprimait hier le président de la Commission européenne. Pendant ce temps, l'Union européenne et les États-Unis ont mis en application leurs sanctions contre la Russie. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Sika TV. En Haïti, l'ancien président Jean-Bertrand Aristide a été placé mercredi en résidence surveillée. C'est dans ce contexte que ses supporters ont manifesté hier à Port-au-Prince, notamment pour commémorer le 26e anniversaire du massacre de septembre 1988, massacre au cours duquel 13 de leurs compères avaient trouvé la mort. Des supporters de Jean-Bertrand Aristide manifestant dans la rue, cela se passe à Port-au-Prince à l'occasion de la commémoration du 26e anniversaire du massacre de septembre 1988, massacre au cours duquel 13 personnes avaient trouvé la mort, tous des partisans de l'ancien président. Ce dernier, inculpé de corruption, trafic de drogue et blanchiment d'argent depuis le mois d'août, a été placé en résidence surveillée mercredi. Ceci conformément à une décision de justice rendue mardi. Outre cette assignation à résidence, le juge a également restreint la liste des personnes habilitées à rendre visite à l'ancien homme fort d'Haïti. Revenu au pays en mars 2011 après 7 ans en exil en Afrique du Sud, Jean-Bertrand Aristide est appelé à être conduit au besoin par devant le juge afin de répondre aux questions de la justice sur les faits qui lui sont reprochés. L'Uruguay vit au rythme du dernier virage de la campagne électorale, comptant pour la présidentielle du mois d'octobre. À quelques jours du scrutin, les électeurs peinent toujours à se convaincre de ce que le président sortant ne sera pas de la partie. Le portrait de l'homme dans ce reportage. José Mujija, c'est le seul président au monde qui vit dans une ferme délabrée et reverse la grande majorité de son salaire à des œuvres caritatives. Pépé, comme l'appellent affectueusement ses compatriotes, il a renoncé à la luxueuse résidence habituellement réservée aux présidents uruguayens et a choisi de rester sur la ferme de sa femme au bout d'un chemin de terre. Il tire son surnom du fait qu'il reverse 90% de son salaire mensuel évalué à 9 300 € à des œuvres caritatives en faveur des pauvres ou des petits entrepreneurs. Le salaire qui lui reste correspond à peu près au revenu moyen d'environ 600 €. Élu en 2009, José a participé à la guérilla uruguayenne des Tupamaros, un groupe armé d'extrême gauche inspiré de la révolution cubaine. Il a reçu 6 balles dans le corps et passé 14 années en prison dans des conditions difficiles avant d'être libéré en 1985 quand l'Uruguay est devenu une démocratie. C'est en prison qu'il a développé sa philosophie de vie. On m'appelle le président le plus pauvre, mais je ne me sens pas pauvre. Les pauvres sont ceux qui vivent uniquement pour avoir un style de vie dépensier et qui en veulent toujours plus. C'est une question de liberté. Si vous n'avez pas beaucoup de possessions, vous n'avez pas besoin de travailler comme un esclave toute votre vie pour les soutenir. Et vous avez plus de temps pour vous-même. Sous son impulsion, le Congrès a récemment passé une loi impopulaire légalisant les avortements jusqu'à 12 semaines de grossesse. Il mettra ensuite les pieds dans les plats, légalisant le mariage gay et le cannabis. Nous ne faisons qu'appliquer un principe simple. Regarder les choses en face et prendre hâte de la réalité, a-t-il laissé entendre après le vote des lois. Jamais nous n'avons vu un président aussi humble, sachant se mettre dans la peau de tout le monde, même des plus marginalisés, a-t-on coutume de dire à son sujet. Contrairement à la plupart des pays latino-américains, la constitution uruguayenne ne permet pas 2 mandats présidentiels consécutifs. Le président Pépé ne peut donc pas se représenter aux élections d'octobre prochain, et beaucoup le regrettent déjà, car le défi pour son successeur peut être difficile à relever. Le Pépé président a non seulement pu maintenir intact le modèle de croissance instauré par le néolibéralisme, mais aussi est parvenu à damer le pignon à toute manifestation de protestation populaire. Aussi a-t-il su démonter minutieusement toute idée de radicalisation politique ou sociale.
Sa contribution la plus notable à l'unité nationale a été d'éloigner l'horizon anticapitaliste. À cet égard, même les classes dominantes lui doivent une fière chandelle pour avoir su changer de cap. Les Boliviens sont également appelés aux urnes le 12 octobre prochain pour des élections présidentielles. En lice pour ce scrutin, 4 candidats, parmi lesquels le président sortant Evo Morales a donné grand favori. À un mois des élections générales en Bolivie, Evo Morales, premier président indigène du pays, élu pour la toute première fois en 2005 et candidat à sa propre succession, est toujours en tête des intentions de vote. Si l'on s'en tient au sondage de ces dernières semaines, Morales est crédité d'entre 41 et 59% des voix dès le premier tour. Ce serait alors son 3e mandat à la tête de l'un des pays les plus pauvres d'Amérique du Sud. Les différentes enquêtes lui donnent également un avantage d'au moins 25 points sur celui qui devrait être son principal rival, l'homme d'affaires du centre-droit Samuel Doria Medina. De quoi envisager une victoire écrasante et même espérer conserver les 2/3 du Parlement. En avril dernier, la Cour constitutionnelle de Bolivie a autorisé le président Evo Morales à se représenter en 2014, estimant qu'il s'agissait là de la toute première réélection d'Evo Morales en vertu d'une nouvelle constitution approuvée en 2009, une décision à laquelle sont opposés ses adversaires. Doria Medina a appelé l'opposition à se rassembler autour d'un seul et même candidat, seule façon selon lui pour détrôner Evo Morales, dont la cote de popularité semble plus que jamais au meilleur de sa forme. Au Brésil, l'affaire Petrobras continue de défrayer la chronique. La candidate Marina Silva estime que la présidente sortante a une responsabilité directe dans ce scandale, un scandale de pots de vin qu'aurait versé Petrobras entre 2004 et 2012 à des dizaines de députés ou sénateurs de la coalition au pouvoir. Après Aécio Neves, candidat du PSDB à l'élection présidentielle au Brésil, c'est la candidate écologiste Marina Silva qui donne de la voix dans l'affaire Petrobras. Pour elle, la présidente sortante y a une responsabilité directe. Ce que je dis, c'est qu'elle a une responsabilité politique. Je ne cesserai jamais de dire qu'elle a personnellement une responsabilité directe. Je ne fais pas ce que je dénonce, je veux juste combattre le mensonge. Pour combattre le mensonge, Marina Silva veut pouvoir remporter les élections du 5 octobre. Pour autant, c'est le Brésil qui triomphera selon la candidate écologiste. Je ne veux pas la défaite de Dilma, je ne veux pas la défaite d'Aécio. Ce que je veux, c'est la victoire du Brésil. Notons que Marina Silva arrive 2e dans les intentions de vote derrière la présidente sortante Dilma Rousseff. Le social-démocrate Aécio Neves se positionne quant à lui en 3e position. Aux dernières nouvelles, Marina Silva et Dilma Rousseff sont au coude à coude dans les intentions de vote en cas de second tour à l'élection présidentielle au Brésil donc. La trêve conclue il y a une semaine en Ukraine entre Kiev et les séparatistes pro-russes ne suffit pas pour garantir une paix durable. Ce n'est pas moi qui le dis, mais le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, a fait ces déclarations hier vendredi. C'était à l'issue d'une rencontre avec Petro Poroshenko. En voici un extrait. C'est le premier message que je suis venu porter à nouveau au président Poroshenko, mais aussi à travers les différents médias présents au peuple irakien. Nous sommes avec vous. Nous vous soutenons dans ces temps très troublés. Et aujourd'hui, nous avons discuté de la meilleure façon pour obtenir une solution politique durable au conflit basée sur le respect de la souveraineté de l'Ukraine. C'est notre premier objectif. Une solution politique à ce conflit basée sur le principe de la souveraineté de l'Ukraine. Nous soutenons le plan de paix du président Poroshenko. Nous appelons les Russes à montrer le même engagement pour la paix en accord avec les normes et les principes internationaux.
En ce qui concerne la crise ukrainienne, ajoutons que le président américain Barack Obama a décidé de mettre en œuvre de nouvelles sanctions économiques contre Moscou, des sanctions que Moscou qualifie d'injustes. Une autre information dans cette édition, mais en bref, l'ancien Premier ministre UMP Jean-Pierre Raffarin a annoncé hier sa candidature à la présidence du Sénat qui sera libre le 28 septembre prochain après le renouvellement partiel de la Haute Assemblée. Si les grands électeurs de la Vienne me renouvellent leur confiance, je serai candidat à la présidence du Sénat, a déclaré Jean-Pierre Raffarin qui remet en jeu son siège de sénateur. Deux autres candidats UMP se sont déclarés pour tenter de succéder à l'actuel président. Il s'agit notamment de Gérard Larcher, qui a déjà occupé le poste, et de Philippe Marini, président de la Commission des finances. Netflix, le géant américain de la vidéo à la demande sur Internet, prépare son arrivée en France et dans d'autres pays d'Europe. Pour Netflix, il s'agit de poursuivre sa croissance spectaculaire. Et pour l'occasion, pour mieux satisfaire les abonnés, des contenus spécifiques à la France devraient rapidement faire leur apparition au catalogue. I will well and faithfully discharge the duties of the office on which I am about to enter. So help me God. So help me God. Kevin Spacey avec ses 2 Oscars dans le rôle principal et David Fincher comme producteur. Avec House of Cards, Netflix a fait une entrée très remarquée en tant que créateur de ses propres séries et attiré de nombreux abonnés. Depuis, le géant de la vidéo à la demande a encore innové avec Orange is the New Black, là aussi encensé par la critique. Une stratégie que Netflix devrait répéter en Europe. Le but principal de Netflix, c'est d'avoir le plus d'abonnés possible qui veulent payer $10 par mois. Ils sont arrivés à la conclusion que le meilleur moyen d'atteindre ce but, c'était d'avoir du contenu original que les gens ne peuvent pas trouver ailleurs. C'est une stratégie qui n'est pas vraiment différente de celle de Canal+, par exemple. Mais l'arrivée en France du géant américain inquiète du côté des producteurs. Ils craignent l'apparition d'un diffuseur qui ne sera pas contraint aux règles et quotas imposés par l'État français, car son siège social en Europe est installé au Luxembourg. Pour rassurer, Netflix a d'ores et déjà annoncé des investissements pour la production en France de nouvelles séries. Si j'ai bien compris, ils ont déjà annoncé qu'ils allaient faire des productions françaises, et quand ils iront en Allemagne, ils auront des productions allemandes. Je ne pense pas que l'industrie française du cinéma doive s'inquiéter. Ils doivent voir Netflix comme une nouvelle source de capital et une nouvelle source de financement pour leur production. Une nouvelle source d'argent pour les producteurs français et des revenus supplémentaires pour Netflix. L'expansion en Europe devrait permettre de rentabiliser encore plus son catalogue existant. Des rentrées d'argent qui pourraient ensuite être réinvesties dans la création de contenus originaux des deux côtés de l'Atlantique. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce journal. Merci de votre fidélité à SICA.